je m'appelle Loa, je suis thérapeute, médium et aujourd'hui, c'est l'occasion d'interviewer des personnes en parcours âme jumelle et donc c'est Loïc qui va se prêter à l'expérience aujourd'hui, nous partager ce qu'il a vécu au travers de ce parcours initiatique assez particulier et je suis très curieuse sur le sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu souhaites nous partager sur toi pour commencer? Voilà, écoute, moi je m'appelle Loïc, j'ai 38 ans. Ce que je peux partager sur moi, ce que je vais vraiment partager, c'est ce parcours initiatique dont tu parles, qui a vraiment été très révélateur pour moi. Et je pense que finalement, il y a quand même quelques personnes qui traversent ça et on peut être très perdu dans ce parcours assez vivant, assez vibrant et qui réveille énormément de choses en nous. J'aimerais savoir, et ça fait longtemps que tu as pris conscience que tu traversais ce parcours initiatique. On en avait pris conscience tous les deux, je pense, au bout de 3 ans de relation. Et puis, petit à petit, ça a commencé à réveiller des choses, une lumière. Mais de toute façon, j'avais profondément senti que ce lien était extrêmement puissant dans les deux côtés, hein, dans l'agréable et dans le désagréable, on va dire. Ça a duré 7 ans en tout. Mais ouais, j'en ai pris conscience assez tôt. J'avais pas encore conscience à l'époque de ces concepts d'âme jumelle, mais il y avait tellement de similitudes que c'était impossible de le nier, effectivement. D'accord. Quels sont les éléments qui t'ont mis la puce à l'oreille concernant le fait que tu étais dans quelque chose de particulier qui surpassait, qui dépassait ce qu'on a l'habitude de croiser dans les relations humaines habituelles et Ouais. relations sentimentales ou même amicales? De quoi tu t'es rendu compte et qu'est-ce qui est sorti du cadre, entre guillemets, si on veut? Alors, si tu veux, déjà, c'était une profonde connexion à un point où, même au niveau de la rencontre, c'était un sentiment d'avoir connu la personne depuis toujours. Un sentiment dans des discussions, le temps s'arrêtait complètement, plus de notion de temps, quelque chose qui vraiment qui absorbe, je dirais même un état de conscience toujours très particulier en présence de cette personne. Et surtout, je dirais, dans le côté émotionnel, ça a réveillé des émotions, je veux dire, extrêmement intenses. C'était, je veux dire, fois 100 par rapport à ce qu'on pourrait ressentir de base. Sentir l'état de la personne sans qu'elle dise le moindre mot, en un regard, on se comprend instantanément. Il y avait vraiment un côté intuition extrêmement forte. Je savais comment elle se sentait. Quand on n'était pas ensemble, si elle allait m'envoyer un message, je le sentais. Je pouvais sentir tous ces états à distance et c'était la même chose pour elle finalement. D'accord. Ah oui, et ça, c'est pour toi, ça s'est passé, j'imagine, dès le départ, dès la première reconnexion. Comment l'ego s'est manifesté de ton côté au départ? Quelles ont été les turbulences, les zones de distorsion à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça a réveillé en premier? Comment tu t'es senti à travers cet échange-là? Je vais essayer de le décrire comme ça, ce que ça a réveillé au niveau de l'ego. Eh ben, ça a été une mise en lumière progressive de tous mes masques, de toutes mes zones un peu sombres que je ne voulais surtout pas montrer aux yeux du monde. Je les cachais bien confortablement à l'intérieur de moi. Et puis, dans le lien, dans la relation, au fur et à mesure, par niveau, elle a fini par me mettre en lumière tout ce que je ne voulais pas voir. Donc, mon ego, forcément, c'est là où le côté fuyant a commencé à se réveiller. Parce que quand on n'est pas forcément prêt à accueillir ces masques et qu'on ne comprend pas que la mise en lumière est quelque chose dans le but d'évoluer et non pas des attaques personnelles. L'ego, il va mettre 20 000 barrières. Et c'est très paradoxal parce que l'amour est immense, mais il y a une peur profonde de ce que ça réveille en soi. Enfin, du moins, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc en fait, de ton côté, tu ressentais de l'amour intérieurement, mais en même temps, l'amour que tu pouvais recevoir, ça se heurtait à ton ego et tu Ouais. recevais ça comme une attaque personnelle. En gros, c'est... C'est-à-dire que autant je pouvais assimiler ce qui m'était dit, autant mon ego mettait des barrières. Et c'est ça qui réveillait à chaque fois la fuite, à chaque fois ce sentiment de non, non, attends, ça va me demander beaucoup trop d'efforts et de conscience. Et c'était très paradoxal parce que j'étais persuadé d'être quelqu'un de, tu sais, de toujours zen, de toujours calme et tout, alors que c'était absolument pas vrai. Mais vu que je voulais pas le voir, ben, elle me le mettait en lumière. À la fois, je sentais que c'était l'amour qui voulait me révéler, et à la fois, j'étais, dans ces périodes-là, incapable de vraiment plonger en profondément en moi. J'étais un champion pour traiter les choses en surface et jamais en profondeur. Voilà.
C'est super intéressant ce que tu as dit sur le fait que, en fait, tu as mesuré l'effort que ça allait nécessiter pour aller vers le vrai, vers le cœur. C'est comme si tu avais perçu tout ce que ça demandait comme transmutation et que là, tu voyais la valise en face de toi et tu disais non, je peux pas porter ça. Je C'est ça. peux pas. C'est beaucoup trop lourd. Il faut que je l'ouvre, faut que je fasse du tri. Il y a plein de choses que je veux pas voir. Voilà, c'est exact. Tu l'as très bien résumé. Comment ça s'est passé, cette confrontation avec cette valise, justement? Est-ce que tu as eu un éveil, des micro-éveils, comme ce qu'on raconte? Est-ce que tu as traversé une nuit noire? Alors, on appelle ça nuit noire de l'âme, mais moi, je préfère appeler nuit noire de l'ego, parce que c'est l'ego Ouais. qui est concerné, je crois. Ouais. Donc, comment est-ce que tu l'as vécu, cette Hmm. transmutation? Comment je l'ai vécu, c'est-à-dire que quand on était ensemble, je pense qu'à chaque fois, c'est venu mettre en lumière des bribes. C'est comme si ça venait fissurer une carapace que je m'étais forgée. Mais le véritable éveil, selon moi, ça a été après la séparation. Je dirais à peu près 2 mois après, où là, j'ai plongé en moi. J'ai dû aller voir tous mes masques sans filtre, toutes mes parts sombres. J'ai dû les observer et me rendre compte qu'absolument tout ce qu'elle m'avait dit était vrai. Donc ça, pour l'ego, c'est une sacrée gifle. Et je pense que je l'ai vécu, ouais, nuit noire de l'ego, ça parle plutôt bien parce que j'avais un sentiment de déchirement intérieur, comme un sentiment de vide, comme s'il me manquait une part de moi. Et à la fois, c'est vraiment à la séparation que j'ai pu prendre conscience de tout et enfin entamer un vrai travail sur moi en profondeur, si tu veux. Mais plusieurs fois pendant la relation, j'avais des états assez complexes. Je pense que c'était presque un peu, je sais pas si je peux dire dépressif, mais c'était des downs quand même assez importants. Et à la fin, on avait des phases où on montait dans presque, je sais pas, dans une forme d'euphorie, tu vois. Mais c'était vraiment des profondes montagnes russes. Et il y avait jamais quelque chose de forcément stable. Je veux dire, il y avait des paliers, on y était. Soit moi je redescendais, soit elle, elle redescendait, on essayait de se monter. Et puis, ben, soit c'était une profonde harmonie, soit c'était des étincelles et des éclairs. C'est marrant, c'est comme ce qui se passe dans un noyau atomique, c'est-à-dire que le noyau, il essaye de trouver sa stabilité. Finalement, ça peut être très compliqué quand ils sont ensemble parce que les systèmes de pensée et les égos sont pas tout à fait, peut-être qu'ils sont semblables, mais ils s'expriment pas tout à fait de la même façon. C'est intéressant de voir aussi que cette période de silence permet vraiment de se reconnecter à son âme en profondeur, vraiment. En l'absence de l'autre, il y a une reconnexion qui est enfin permise. Comment est-ce que tu t'es senti? C'était une phase de dépression un peu plus longue où tu avais des émotions qui sortaient? Est-ce que tu as eu des perceptions nouvelles qui sont arrivées? Des visualisations comme ça, peut-être de vies antérieures ou que sais-je, ou des souvenirs d'enfance, je sais pas. Comment tu l'as vécu plus précisément? Quand j'ai commencé vraiment à plonger à l'intérieur de moi, déjà, bah, il y a énormément de tristesse qui s'est réveillée, hein, mais c'était vraiment un puissant fin. Je me disais, mais ça va s'arrêter quand? Et j'ai envie de dire que ça a duré au moins un mois où tous les jours, je pense plusieurs heures par jour, je vidais un réservoir de tristesse et même encore aujourd'hui, j'ai pas la prétention qu'il soit complètement vide. Par contre, effectivement, suite à ça et à cette plongée intérieure, ben, mon intuition s'est de plus en plus ouverte, une manière de lire les gens en face de moi très limpide qui moi-même me surprend encore aujourd'hui parce que ça s'ouvre de plus en plus. Donc, j'ai perçu des nouvelles choses. Ça m'a, comme dit, j'ai mon hypersensibilité qui s'est encore plus ouverte, c'est-à-dire que je ressens encore plus les choses, les gens autour de moi et mes propres émotions. J'arrive de mieux en mieux quand même à observer mes pensées, là où avant c'était très compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui a une pensée qui va extrêmement vite et qui s'arrête rarement, à part dans des cas spécifiques. Mais je dirais que c'est de plus en plus une compréhension de moi par strates, pas la prétention de me connaître complètement, mais de cheminer vers ça. Donc il y a vraiment une beauté derrière ce parcours, mais il faut être honnête, c'est extrêmement difficile à vivre à un niveau émotionnel. Ça réveille des choses que je pensais même pas pouvoir ressentir.
et surtout dans les émotions lourdes et denses, dans la colère, dans la tristesse. Et justement, cette colère-là, c'est peut-être l'émotion, le sentiment que je sais le moins gérer et que j'ai essayé le plus d'enfuir. Et c'est ce qui a émergé un peu comme un volcan intérieur qui explose. Et oui, toutes ces émotions libérées, ça laisse un espace vide qui permet à la lumière de rentrer. C'est ce que j'ai beaucoup répété au cours de mes vidéos. Mais c'est vrai que ça laisse place à la conscience pour s'installer. Ce que je voulais aussi te demander, c'est est-ce que dans la matière, il y a eu des choses qui se sont modifiées dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle ou même dans ta vie relationnelle? Comment est-ce que c'est actuellement par rapport à ce que c'était avant la phase de transmutation de l'ego? Dans ma vie professionnelle, ce qui est assez drôle maintenant, c'est que je rencontre énormément de personnes qui vivent des choses similaires, qui sont dans des relations de ce type-là et qui cherchent à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un peu comme si ce parcours, il m'avait donné une valise, un bagage, une caisse à outils pour permettre d'éclairer les gens qui le traversent. Donc, il y a quand même beaucoup de reconnaissance là-dessus. Et dans ma vie personnelle, je me rends compte que j'ai justement tendance à attirer sans vraiment le vouloir des personnes, plus précisément des femmes qui sont dans cet entre-deux. Et ça, je n'ai pas encore saisi profondément le message que la vie veut me retranscrire par rapport à ça. C'est assez perturbant, je vais pas le cacher. Je pense que ça fait partie du jeu. Il y a quelque chose à comprendre et j'ai pas la prétention d'avoir encore toutes les clés. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé et je dirais que quand même, il y a un peu plus de paix, un peu plus de stabilité, mais c'est pas encore profondément ancré. C'est encore bien initiatique, bien challengeant par moment, et c'est des hauts et des bas, c'est des vagues, c'est très dense. C'est comme si tu veux, des fois, je sens une profonde ouverture et d'un coup, ça se recontracte. J'essaie d'expliquer ce que je peux ressentir avec des mots, pas toujours évident, mais si je devais le décrire, c'est un peu comme ça. Ah oui, c'est super intéressant. Oui, il y a une respiration qui se fait, quelque chose dans ce style-là. C'est très vivant en réalité. Le parcours âme jumelle, il répond à la vie, donc il fonctionne un petit peu pareil, en spirale et puis en respiration aussi. Il y a quelque chose ainsi qui se passe. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager? Des choses que tu aurais vécues qui sembleraient presque de l'ordre du paranormal, si on veut, ou des choses qui t'ont particulièrement percuté et tu t'es dit, ah oui, là, c'est vraiment particulier. Non. Mais ouais, une fois, j'ai vécu un truc qui était assez dingue. On était tous les deux ensemble, j'étais allongé, et d'un coup, je me sens partir, mais d'une manière très étrange. Et je vois une scène où j'ai l'impression, le sentiment que, je sais pas, je suis un militaire. J'entends le prénom Mathilda, donc qui était le nom, c'est très certainement de ma compagne dans cette vie intérieure. Et je sens que techniquement, je suis, tu sais, comme sur un lit d'hôpital, je vois des lumières, des plafonds. Et je suis projeté dans ce truc-là, mais je veux dire, j'ai rien cherché, c'est arrivé comme ça. Donc ça, c'était très, très perturbant parce que ce n'est que mon interprétation, mais j'ai eu le sentiment de revivre une mémoire de cette vie-là qui n'avait pas l'air très, très loin de la vie qu'on a maintenant. Comment tu l'expliques, comment tu mets du sens dessus? Ben, tu peux pas. T'es là allongé, d'un coup, tu te sens partir, mais je veux dire, je me suis senti comme si on m'aspirait par les pieds et je me projette là-dedans. Et puis, quand j'y repense, c'est un moment un peu difficile parce que forcément, on avait des conflits, on avait des disputes et je vis ce truc-là, quoi. Mais je veux dire, j'ai les larmes au moment où je le vis, genre, c'est comme si je l'appelais avec ce prénom-là, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est un truc que encore aujourd'hui, je ne t'explique pas trop forcément parce que voilà, faut déjà adhérer à ce concept, mais je veux dire, quand tu le vis profondément dans le corps et que tu as toutes les émotions et que tu as les sentiments derrière, tu te dis, ouais, là, c'est hors du temps, comment tu l'expliques, j'en sais absolument rien. Ah ouais, c'est super intéressant. Oui, tu as traversé
une vie parallèle où il y a eu un affect émotionnel très fort, très Mm. semblable certainement à ce que tu vivais dans la matière à ce moment précis. C'est venu entrer en corrélation comme si ton âme, elle vivait les deux situations en même temps. Et oui, c'est venu faire vibrer cette émotion comme ça pour la secouer, pour la décoller, pour la faire sortir. Et c'est peut-être pour ça, tu vois, ça a Mm. envie encore de sortir. Il reste peut-être des petites choses qui sont collées un peu et ça a envie Ouais, de ouais. s'échapper comme ça. Comment tu te vois désormais par rapport au toi d'il y a 7 8 ans, par exemple? Si tu avais un regard sur le toi du passé ou le toi du présent en comparaison, comment tu te vois désormais? Qu'est-ce que tu as acquis comme compétences intérieures et peut-être extérieures du coup? Comment tu te vois actuellement? Je me sens beaucoup plus homme maintenant parce que je pense que quand je l'ai rencontré, j'étais clairement un enfant, même pas un ado, hein. Même pas un ado, j'ai rencontré, j'avais 30 ans. Pour moi, émotionnellement, j'étais un enfant. Pendant ces 7 ans de relation, j'ai cheminé, je suis peut-être juste passé, on va être honnête, hein, dans la relation d'enfant à ado. Et seulement maintenant, depuis peut-être 5 ou 6 mois, j'ai de plus en plus ancré l'adulte à un niveau relationnel. Ça m'a permis, si tu veux, de chercher à apprendre plus profondément l'intelligence émotionnelle, de réussir à développer une écoute plus profonde. Je vais dire pas juste écouter pour répondre, pas écouter pour avoir raison, parce que j'étais un champion pour quand on discutait, elle et moi, avoir 3 coups d'avance pour réfuter ses arguments et pas l'écouter jusqu'au bout. Donc, le moi de maintenant qui observe le moi d'il y a 8 ans, je dirais quand même chapeau, parce que beaucoup de choses qui ont bougé, et à la fois, elles ont vraiment bougé après la séparation. Quand on était ensemble, j'ai que fait du taf en surface. Et t'inquiète pas qu'elle me l'a mis en lumière plein de fois. Et que moi, la seule chose que je savais faire dans ces moments-là, c'était me fermer. Me fermer, devenir silencieux, partir pour soi-disant prendre l'air. En fait, c'était un énorme schéma de fuite, hein, parce que non, non, attends, tu mets en lumière tous mes masques, j'ai pas envie de les voir. Et pire, je voulais surtout pas que ça se voit à l'extérieur, que les gens soient au courant. Parce que tout ce qui comptait à cette époque-là, c'était mon image. Le gars stable, calme, zen. Dans le fond, je savais que j'étais pas comme ça, mais je voulais projeter une image parce que je voulais tellement être aimé du monde que je portais beaucoup trop de masques. C'est magnifique comme témoignage. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Est-ce que au travers de ton parcours seul, est-ce que ça a été la matière qui t'a renvoyé des situations qui t'ont confronté? Est-ce que ça s'est fait au travers des rêves? Est-ce que ça s'est fait à l'aide de thérapeutes? Comment s'est passée cette période-là et qu'est-ce qui t'a aidé à progresser? Il y a eu une autre relation qui n'a pas duré longtemps après, qui m'a ouvert encore une fois plein de choses que je ne voulais pas voir parce que ben, j'ai cherché à combler un vide ou un manque très vite pour surtout pas aller me regarder. Je remercie la vie que ça n'avait pas duré longtemps. Comment je peux dire, ça m'a encore ouvert sur mes masques et après, je me fais accompagner depuis 9 mois maintenant par une thérapeute à côté. Parce que le paradoxe, c'était que je me suis dit tout seul, je risque encore de me mettre des voiles, alors que là, j'ai quelqu'un qui me laisse pas tourner en rond. Elle me dit non, non, regarde là, regarde là, regarde là. Non, là, tu fuis, là, tu repars, tu vois. Ce qui est bien, c'est que c'est franc, net, précis, ça va vite. Donc, je sens une accélération. Je sens même ces derniers mois une perception du temps très différente de d'habitude. Comme si quelquefois certaines journées passaient à la vitesse de la lumière et d'autres étaient d'une longueur interminable. Donc, j'ai le sentiment d'être dans un entre-deux qui se stabilise et qui quelquefois vient me secouer un peu par période. Il y a des événements extérieurs aussi, hein. Je vois les rencontres que je fais, ça vient encore appuyer sur sur des boutons émotionnels chez moi. Mais par contre, là où avant, j'aurais pu bugger plusieurs jours sur une situation, là, au bout de 5 ou 10 minutes, quand les émotions sont passées, que mon mental s'apaise, c'est bon. Donc, on va dire que quelque chose sur laquelle avant j'aurais pu rester des jours à retourner les choses en long, en large ou en travers, là, 10 15 minutes, je prends conscience des choses et je m'apaise. Effectivement, j'ai remarqué que au départ, on est très instable à cause de l'ego. Plus on avance dans le temps et plus les vagues émotionnelles s'apaisent et sont
plus faible se régule. En fait, notre système nerveux se régule plus facilement. Notre corps change. Est-ce que tu as eu des changements corporels pendant cette période, du coup, d'initiation intense? Est-ce que ton corps Alors, physique a changé? oh que oui, pour la petite histoire, j'étais quelqu'un qui était en surpoids et j'ai perdu 60 kilos pendant cette Oh, relation-là. Ouais. J'ai perdu 60 kilos. Donc, il y a eu des transformations physiques. Je pense que ben, j'ai lâché du poids émotionnel. Donc, il y a autre chose qui a fait que j'ai perdu tout ce poids-là, hein. Il y avait vraiment une volonté de reprendre soin de moi. Et effectivement, des changements physiques, oui, parce que même mon visage, même maintenant, je vois que j'ai des transformations physiques assez particulières. Je sais même pas comment dire ça peut paraître un peu fou, mais j'ai l'impression de rajeunir physiquement. Je veux dire, tu me regardes là maintenant à 38 ans et tu me regardais il y a quelques années, ben, tu me donnes moins que l'âge que j'ai maintenant. j'imagine que on peut te... J'aime pas trop les catégories et les cases, mais on peut te Ouais, mettre dans la catégorie de la polarité yang. Quel conseil tu aurais à donner à des polarités yang ou même et ensuite des polarités yin en parcours? ouais. Quel conseil tu aurais à donner pour traverser des périodes voilà très sombres ou des périodes de solitude ou même si on est accompagné, ça va pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre comme message? Ce que je pourrais te transmettre déjà pour les personnes qui sont déjà en relation, c'est de comprendre et d'intégrer que quand il y a une mise en lumière, ce n'est jamais pour nous attaquer. Quelquefois, ça peut être dire d'une manière sèche, mais ça va toujours être dans le but de nous faire avancer, évoluer. Et je prétends pas que c'est facile, mais même si c'est une réaction émotionnelle au départ, c'est prendre du recul et se dire, OK, qu'est-ce que ça vient me montrer sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que je peux en faire? Quand on arrive au bout d'un moment à cet espace-là, ça va vraiment permettre de détendre le lien en fin de compte. Et je pense que c'est ça la dynamique qui est relativement complexe. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un tremplin évolutif pour toi. Maintenant, dans ces moments de down, la seule chose que je pourrais dire, ça va être difficile, on va pas se le cacher, mais faire de son mieux pour ne pas freiner toute cette tristesse, pour l'explorer pleinement. Et ça va prendre du temps, mais c'est l'accueillir, c'est prendre conscience que ces fameuses nuits noires de l'âme ou de l'ego, peu importe, elles sont profondément transformatrices. Mais quand on traverse, on se dit, mais ça va s'arrêter quand? Et je vais même aller au-delà. Pour moi, dans mon cas, j'avais presque un sentiment de mort physique. Mon corps était dans une contraction. J'avais un sentiment de manque, mais comme on peut avoir un sentiment de manque à des substances, hein, je veux dire, le côté physique va prendre cher, mais toutes les personnes qui l'ont traversé se sont rendues compte que ça a réveillé un autre potentiel à l'intérieur. C'est une perte de repères, les fondations bancales volent en éclats, mais par contre, ce qui va être construit après va vraiment être solide. Donc, je souhaite beaucoup de courage aux personnes qui rencontrent ça, parce que c'est loin d'être évident, mais c'est profondément beau et transformateur par après. Et ça prendra du temps. Oui, on est beaucoup plus solide, on gagne en maturité émotionnelle également. Est-ce que tu penses régulièrement à ta polarité yin? Est-ce que c'est quelque chose qui est constant, inconstant? Ça apparaît dans les rêves? Comment ça se passe au quotidien pour toi? Est-ce que la connexion à l'âme est vraiment très très forte et du coup, on peut pas s'empêcher d'y penser ou au contraire, ça travaille de manière sous-jacente et des fois, ça arrive par bribes, etc. Comment ça se passe pour toi? De mon côté, j'ai une pensée quotidienne. Une pensée quotidienne en lui souhaitant le meilleur, que je sais aussi qu'elle a refait sa vie. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur possible. Et j'ai toujours beaucoup l'émotion passe, j'ai toujours beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé. Et aussi beaucoup de regrets dans certaines de mes attitudes, dans certains de mes comportements. Je fais au mieux pour gérer ce sentiment de culpabilité parce qu'il est présent, mais à chaque fois que je le peux et que j'y arrive, je me rappelle de ce que ça m'a permis. Ce qui est toujours complexe, c'est de se dire, mince, j'ai évolué, mais en faisant souffrir quelqu'un alors que j'ai jamais voulu. Donc, il y a cette dynamique-là. Il y a eu des rêves, il y en a eu beaucoup, moins par période, mais il y a quand même une pensée quotidienne.
La plupart du temps, elles sont dans la gratitude, mais quelquefois, il peut encore y avoir un sentiment de manque, mais je ne cherche plus à le combattre. Je me dis, ben, ok, si ça passe, si ça me traverse, ben, c'est comme ça. J'ai arrêté de croire qu'il fallait absolument tourner la page pour avancer, voire même pour rentrer dans une autre relation. Je laisse autant que je peux les choses se transformer à l'intérieur de moi. Mais il y a quand même presque tous les jours une pensée quotidienne, quoi. Oui, je pense que c'est normal parce que on partage la même âme et on peut pas s'empêcher de penser à son âme, surtout quand on l'a rencontrée. Elle est à l'intérieur de nous et elle est à l'extérieur de nous. Il y a cet appel qui est constant, comme si il y avait un téléphone qui sonnait tout le temps dans notre maison ou qui vibrait tout le temps. On peut pas ne pas y penser à son âme. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Je suis convaincue que, à un moment donné, les âmes jumelles se retrouvent à partir du moment où la vie l'a décidé, à Hum, partir du moment où Dieu l'a décidé. Il y a un timing aussi à respecter parce que la matière va très lentement, mais c'est là aussi pour nous aider à voir les choses en profondeur. C'est normal s'il y a des émotions qui sortent aujourd'hui parce que je peux pas m'empêcher d'être une sorcière des émotions. Donc, c'est normal, c'est normal. Et moi aussi, ça m'aide beaucoup ce que tu dis parce hum. que à travers toi, je cherche des réponses, honnêtement, et je suis en questionnement beaucoup Hum, émotionnellement. Parfois, il y a des périodes difficiles, etc. Donc, hum, ça m'aide énormément ce que tu partages avec beaucoup d'authenticité, cette vulnérabilité qui est souvent mal comprise, qu'on traduit comme une faiblesse alors que ça devient une force considérable dans la vie. Quelles sont tes envies actuellement? Quelles sont tes... On va parler un tout petit peu du futur, mais du futur à court terme, si tu veux. Quelles sont tes envies présentement? Qu'est-ce que tu souhaites pour toi actuellement? Alors, ce que je souhaite pour moi, je vais être honnête, j'ai toujours été quelqu'un qui, même depuis enfant, a toujours profondément cru en l'amour, mais vraiment profondément. Donc, tant j'ai la notion de se dire, OK, l'amour part de soi, il faut s'aimer au moins un minimum, mais je ne valide pas forcément cette idée que tout part absolument de nous, qu'il faut être parfait pour recréer un lien. Je me dis plus que j'ai cette conviction dans mon âme que ça arrivera, que je ne sais pas quand, et que quelqu'un qui aime comme moi me rencontrera au bon moment. C'est difficilement explicable, je le sens au plus profond de moi. Même quand les bras m'en tombent, j'ai tout de suite quelque chose en moi qui switch et qui me le rappelle. Comme si j'avais je sais pas, un timer intérieur qui me disait non, non, mais attends, t'inquiète, tu sais déjà. Et c'est perturbant parfois parce que autant je sais, je sens, autant je sais pas, j'ai pas les notions de temps, et autant je vais être honnête, des fois je m'impatiente parce que le temps passe, parce que la vie passe, et que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose de vivant, et quand deux personnes s'aiment à leur manière, il y a quelque chose qui, avec le temps, qui émane quelque chose de différent et souvent même les gens inconsciemment autour le sentent quand on émane ça. Et je sais que je suis plus stable en relation que avec moi-même. Là, j'ai pas de filtre là-dessus, je partage juste ma vision. On peut aussi, et ça peut être des très beaux chemins de vie, rencontrer une âme sœur à travers ce parcours, ou des fois ce parcours peut permettre ça, c'est-à-dire que la finalité pour tous n'est pas forcément cette union dans la matière avec le jumeau d'âme. Ça dépend des couples de jumeaux, évidemment. Ça peut être aussi de mieux se stabiliser au niveau de sa vibration pour rencontrer une âme sœur qui répond à cette vibration-là exactement. Donc, à chaque instant, il y a quelqu'un qui répond à la vibration que tu présentes. C'est certain que ça arrivera parce que tu vibres quelque chose. Donc forcément, l'univers est en train de t'accorder ça. Il y a quelque chose peut-être encore à échapper, à lâcher, et puis les portes vont s'ouvrir. Mais est-ce que, peut-être pour finaliser ce joli podcast, est-ce que tu aurais une guidance, un message qui te vient ou quelque chose que tu as perçu cette semaine que tu souhaites partager comme un message, comme une carte de tarot, mais intuitif, tu vois, quelque chose qui est original, qui sort du lot, qui est personnel aussi. Je sais pas si ça va forcément être original, mais j'ai envie de dire, je vois tellement de personnes répéter ça, qui disent l'amour fait souffrir. Je vais vous dire quelque chose, ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. L'amour ne fait jamais souffrir. C'est au contraire quand il y a une absence d'amour et quand c'est de la peur. Quand on prend
l'autre comme une menace alors qu'il vient réveiller quelque chose en nous pour nous aider, pour nous accompagner. Mais ne cessez jamais de croire en l'amour. Et je sais que des personnes ont tellement été déçues et ont tellement souffert, mais cette conviction intérieure que vous y avez le droit, que vous le méritez et que ça peut se produire, vous ouvrira certainement les portes de ce que vous avez toujours cherché. Donc, des moments difficiles, il y en aura, des moments de down, il y en aura, mais nourrissez autant que vous pouvez ce sentiment à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et vous verrez qu'à un moment, ça se produira. J'ai pas les clés, j'ai pas les notions de temps, mais je pense que la conviction intérieure va venir créer quelque chose dans votre monde intérieur, dans votre univers, et c'est que le monde extérieur finira forcément par répondre à ça. Ça me tient à cœur et ça a du sens pour moi. Merci, merci beaucoup pour ce message, Loïc. Merci pour tous ceux qui auront écouté ce podcast jusqu'au bout.